Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir dans l'auditorium Jacqueline Lichtenstein de l'Institut national d'histoire de l'art. Alors voilà 20 ans déjà que depuis 2001, l'INHA fédère et promeut la recherche en histoire de l'art en travaillant au service des historiens d'art français et étrangers. Pour fêter cet anniversaire, une programmation dédiée qui a débuté en septembre et qui s'achèvera en juillet 2022 propose une série d'événements accessibles à toutes et à tous. Cette programmation s'articule autour d'une question que nous avons d'ores et déjà commencé à explorer. À quoi sert l'histoire de l'art aujourd'hui ? Pour répondre à cette question, nous vous proposons 4 débats qui sont autant de pistes de réponses. Et le prochain débat, qui est en cours de programmation pour avril 2022, portera sur la faculté de l'histoire de l'art à nous rendre plus créatifs, plus créatives. Ce sera un débat qui sera modéré par Christian Joschke des Beaux-Arts de Paris. En janvier, si vous venez travailler ou visiter la bibliothèque de l'INHA dans la salle Labrouste, vous pourrez voir notre présentation tous les jours 20 ans, du 3 janvier au 28 janvier 2022, tous les jours d'ouverture de la bibliothèque, un objet, un document, une pièce de nos collections sélectionnée par un agent ou une agente de l'INHA sera présentée et accompagnée d'un texte de la personne qui l'aura choisi. Et vous pourrez retrouver ces textes sur le blog de la bibliothèque sous les coupoles en janvier et en février. Nous vous proposons aussi une série de conférences, de conversations avec des grandes personnalités de la discipline de l'histoire de l'art ou de disciplines voisines, comme c'est le cas ce soir, et aussi de créatrices issues de différents domaines. Donc nous avons déjà entendu ici l'historienne de l'art Laurence Bertrand d'Orléac, l'illustratrice Catherine Meurice et la designer Constance Guisset, répondre à cette question « À quoi sert l'histoire de l'art aujourd'hui ?» Et nous vous donnons rendez-vous dès à présent le 14 février 2022 avec la styliste Maria Grazia-Chiuri et puis plus tard, en mars, une date qui reste à préciser, avec la chorégraphe Mathilde Monnier. Donc, tout le programme est à retrouver sur le site de l'INHA et sur un site dédié 20ans.inha.fr. Alors ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Frédéric Aït-Touati, qui va évoquer son rapport à la discipline de l'histoire de l'art, et nous tenons à la remercier chaleureusement d'avoir accepté cette invitation. Frédéric Aït-Touati est chargée de recherche au CNRS, elle est membre du Centre de recherche sur les arts et le langage à l'École des hautes études en sciences sociales. Historienne des sciences et de la littérature, spécialiste du XVIIe siècle, ses recherches impliquent toutefois, souvent, des images, en ce qu'elles jouent un rôle déterminant, parfois ambigu, dans la production des connaissances savantes. Elle est aussi metteuse en scène et à ce titre, elle compte parmi nos créatrices de ce cycle de conférences. Elle va converser avec Victor Claes, qui est historien de l'art, coordinateur scientifique à l'INHA et co-programmateur avec Mathieu Léglise des 20 ans de l'INHA. Alors avant de leur laisser la parole, un mot de remerciement pour le service des manifestations, le service de la communication de l'INHA et en régie Maxime Grel qui assure la régie de l'événement et la captation de cet événement, puisque vous pourrez le retrouver sur notre chaîne YouTube pour prendre plaisir à le revoir, le réécouter. Voilà, bonne conversation. Merci infiniment Juliette. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de vous déplacer dans ces conditions qui malheureusement redeviennent de plus en plus difficiles. En tout cas, je suis absolument ravi d'être en ta compagnie, Frédéric. Merci d'avoir accepté cette invitation qu'on t'avait lancée avec Mathieu Léglise et l'ensemble des équipes de l'INHA. Et je tiens à dire que tu l'as accepté immédiatement. Donc merci aussi pour cela et en te demandant peut-être à quelle sauce tu allais te manger à cette occasion. Donc le temps est ensuite passé après cette invitation qui était au printemps et puis il y a quelques semaines on a eu cette conversation au téléphone et la première chose que tu m'as dite c'était mais pourquoi moi parler d'histoire de l'art? Et en fait quand tu m'as posé cette question je voyais tout simplement une validation, une légitimation de cette invitation. On va peut-être en reparler. On avait vraiment envie de donner ici la parole à des personnes qui sont des historiennes, des historiens de l'art, mais aussi des gens qui gravitent dans des disciplines voisines, je dirais amis, complémentaires, mais aussi à des créatrices, ça a été rappelé que tu es également. Je vais
rapidement passer sur ton parcours. Il était rappelé que tu es chargé de recherche au CNRS. Tu as un parcours un peu à la fois français, dans le monde anglophone, anglais, américain, qui est celui d'une historienne de la littérature comparée des sciences, avec une attention particulière que tu portes au XVIIe siècle. Et tes travaux dénotent un intérêt pour les rapports, je dirais, triangulaires entre la littérature, les arts et les sciences, ou pour le formuler autrement, entre fiction, image et production du savoir, ou pour le formuler autrement qu'autrement, entre les récits, la représentation et la construction de la preuve. C'est toujours une expression que j'ai beaucoup aimée. Embardée bibliographique vraiment très très belle, avec des livres que j'ai là physiquement mais que je tenais à remontrer. Fictions of the Cosmos 2011, sous une forme donc alternative, je crois, c'est ça en français, sous le titre Contes de la Lune, essai sur la fiction et la science moderne chez Gallimard, des lectures à compléter par Le Monde en images, co-dirigé avec Stephen Kroger en 2015, qui sont 3 références qui explorent les pratiques savantes à l'âge classique dans un balancement permanent entre abandon fictionnel, disons, et obsession observante du monde le plus proche ou le plus lointain. Plus récemment, tes activités sont retournées vers la Terre, mais est-ce que tu ne l'avais jamais quittée ? Ça, c'est aussi, je pense, une question à te poser, vers des questions écologiques, environnementales, parfois d'après et avec Bruno Latour. Une redirection en douceur, tant les thèmes, les notions, les préoccupations demeurent finalement assez similaires, on s'en rend compte en te lisant. Donc je mentionne bien sûr Terraforma, chez l'excellente maison B42 2019, qui connaît maintenant une version anglaise, si je suis bien ton actualité, qui est un manuel collectif d'expérimentation, de cartographie, de visualisation conçu à 6 mains, puis le recueil le cri de Gaïa, Penser la Terre avec Bruno Latour, tout récent et dirigé avec Emanuele Coccia. Enfin, tu es une personne de théâtre, tu as une activité importante de metteuse en scène, explorant, expérimentant des formes alternatives de production, de diffusion du savoir. Donc il y a le projet Inside, le projet Moving Earth et Viral, tu vas en parler peut-être. Et ça rend d'autant plus légitime peut-être le format de dialogue qu'on adopte ici, qui répond mieux à tes intentions, je pense, que la conférence magistrale. Enfin, ça, on te comprend en tant qu'universitaire également. J'ai une histoire, moi, puisqu'on est dans le récit, assez particulière avec les Contes de la Lune, parce que c'est quelqu'un qui m'est cher, qui me l'a conseillé vivement, qui travaille sur les questions d'art et de science. Et donc j'ai acheté le livre, et puis, comme souvent, on le met de côté, on se dit c'est bien, c'est chouette, mais plus tard. Puis après, j'étais pas du tout dans les conditions mentales de lire. Je l'ai laissé de côté encore un moment, puis je l'ai oublié, je savais plus où je l'avais mis. Et je l'ai retrouvé et lu, vraiment été passionné par son contenu et la manière avec laquelle tu l'amènes, en fait. C'est un livre qui est réussi, je trouve, dans le fond et la forme à la fois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il répondait à des questions que je me posais, qui démêlaient un petit peu des complexes que j'avais. Il y a une image que j'aime beaucoup montrer aux étudiants et aux étudiantes pendant les premières séances de cours, qui est basée sur un mème internet du Scooby-Doo Reveal, où bien sûr la subjectivité est démasquée sous le masque de l'objectivité, voilà, qui est une version très vulgarisée en fait de questions qui occupent un peu ton travail. Bon, ça c'est pour la blague, mais je me posais des questions beaucoup plus arides, sérieuses et ennuyeuses aussi. Alors je sais pas, tu te demandes peut-être pourquoi je montre ici un livre sur Velázquez des années 1880. Ben, je m'intéresse à ça parce que j'avais croisé ça dans ma thèse un jour, sans vraiment creuser. C'est un savant allemand, on est là à la fin du 19e siècle, vraiment représentant de cette science allemande de la Gründerzeit, archiviste, très philologue, très aride, bon, compilation de savoir démentiel. Et au milieu de ce livre assez culte sur Velázquez, qui est vraiment un livre important de l'historiographie du peintre, arrive ce passage ici au milieu, est-ce qu'il y a un pointeur? Oui, peu importe, qui cite assez longuement, sur 2 ou 3 pages, une sorte de journal intime, en réalité une lettre envoyée par Velázquez depuis Rome, où il voyageait dans les années 1630, et c'est un voyage assez mal connu par l'archive. Et donc il cite longuement les descriptions romaines de Velázquez. Le livre vit de 1888 à sa 2e édition, vers les années 1901-2, et puis il est révélé bien sûr que c'est une supercherie. En fait, ce document n'existe pas. Et tout ce récit donc dans la peau et les yeux de Velázquez est un récit entièrement fictionnel.
Bien sûr, après, il est attaqué en tant qu'Allemand par la science allemande autour du 1914. Tout ça devient un argument contre la fausse véracité de cette science allemande. Et en fait, en te lisant, ce que j'ai compris en tant qu'historien, historien de l'art, peu importe les catégories, c'est que on ne peut pas simplement considérer qu'il s'agit là d'un faux. D'ailleurs, lui-même s'en défend dans un texte. Il parle au mieux de scherz, enfin de, comment dire, un scherzo en italien, une blague, qui ne tromperait personne en réalité. Bon, ce que j'ai appris en te lisant, c'est que peut-être que Karl Justi, qui par ailleurs est connu pour avoir failli être le directeur de thèse de Warburg, finalement il est parti à Strasbourg, ce que j'ai compris en te lisant, c'est qu'il avait en réalité, par cette fiction-là, produit une forme d'outil épistémologique pour lui-même, pour mieux comprendre ce qu'est la Rome baroque des années 1630, une sorte de mise en scène un peu fantastique. Mais c'est quand même fabuleux qu'un savant aussi savant que lui termine par être si savant qu'il produit de la fiction. Enfin, j'aime beaucoup en fait ces thématiques. Donc il y a tout ce travail que tu mènes sur ces questions-là, et d'un autre côté, vers le regard, le fantasme de la vision exacte. On est un peu dans l'opposé, dans la matière, les sens. Et ton travail autour, ta fascination pour les outils optiques, dont tu vas nous parler. Moi, je voulais illustrer ça. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de références germaniques ce soir. Je suis aussi un peu germaniste. Adolf Menzel, un peintre allemand, une sorte de Degas ou de Manet allemand qui était obsédé par tout ce qui est prothèse. Les chaises roulantes, les échelles, les longues vues, les jumelles dont il dessine, le détail, les étuis. Et cette femme à l'opéra, donc on en voit beaucoup dans la peinture du 19e siècle, qui regarde à travers ces petites jumelles. Et je le dis avec Michael Fried, qui a écrit un petit peu là-dessus, on ne voit pas sa main portant les jumelles, c'est comme une sorte d'extension de son corps. Voilà, je voulais simplement montrer cette image et parler de ça. Donc on se rapproche de l'histoire de l'art, en fait on est déjà en plein dedans. Et mon rôle, ça va être un petit peu de t'y ramener en permanence, être un peu ennuyeux avec toi, te ramener à l'histoire de l'art, de faire ressurgir cette question, à quoi sert l'histoire de l'art aujourd'hui? Et je culpabilise de moins en moins de ne pas avoir à y répondre de toute manière. Et je te propose, on a échangé en amont, de digresser, de divaguer ensemble en 5 points. Alors le premier, voir en mouche, fiction lunaire, retourner le télescope, que j'ai failli appeler voir en taupe, en faisant référence à une des cartes de Terraforma. Image criante, et puis mystérieuse balle au centre, si on arrive à terminer la partie. Et en bout de course, peut-être qu'on parviendra, pardon si la référence est basique, à télescoper cette histoire de l'art. Moi, ça me fait toujours quand même penser à cet épisode acidulé de Hergé, l'étoile mystérieuse, où Tintin et Milou sont sous la stupeur de cet énorme engin qu'est ce télescope, en essayant de se mettre d'un côté et de l'autre de la lunette, de voir petit, de voir grand, et de dialoguer. Je voulais d'abord commencer par l'espace, le cosmos, la Lune, les télescopes, et puis tu m'as dit non, pas du tout, il faut commencer par l'infiniment petit. En fait, ça tombe bien, puisque dans la planche suivante, il y a méprise sur ce qu'on voit à travers le télescope. C'est bien sûr l'araignée qui s'est glissée devant, qui fait paniquer ce brave Tintin. Donc, faux départ. Et on en arrive à l'infiniment petit, et pas à une araignée, mais à une mouche qui est issue d'un traité dont tu vas nous parler. Tu me disais que souvent des images étaient au départ de tes travaux, et celle qui t'est venue à l'esprit, c'est celle-ci. Donc parle-nous de ces images déclencheuses un petit peu, et puis surtout parle-nous de cette mouche. Fais-nous aimer cette mouche. Oui, merci. Moi, j'avais envie de rebondir sur chacune des images que tu nous as montrées là déjà. On est loin dans la... On a déjà eu 15 images magnifiques, il faudra y revenir, essayer de faire des liens et des ponts entre toutes celles-là. La raison pour laquelle j'avais envie de commencer par cette mouche-là, c'est que c'est surtout 2 yeux. C'est 2 yeux immenses à facettes. Et l'une des manières d'entrer dans ce sujet, dans cette question, c'était de comprendre l'obsession pour l'œil. Aussi bien justement en histoire de l'astronomie qu'en histoire de l'optique, en histoire des sciences, la question de la... Voilà. Donc j'avais envie de commencer par cette mouche-là. Et en même temps, je fais le lien avec Hergé juste avant. C'est génial ce que tu nous as montré, cette image de l'araignée
qu'il voit sur le télescope, parce que c'est une référence du XVIIe siècle en fait. C'est cette idée, je crois que c'est dans un texte satirique d'un certain Butler, si je me souviens bien, anglais, qui imagine que quelqu'un regarde à travers une lunette, à l'époque c'était des lunettes, et voit un énorme monstre sur la Lune. En fait, c'est une puce qui est simplement collée exactement comme ça sur la surface du télescope. Donc, cette concaténation, on pourrait dire, brusquement, cette manière de... Enfin, c'est un très beau début, beaucoup mieux que Mamouche, en fait, cette araignée-là de Tintin. C'est-à-dire, on a à la fois l'infiniment petit de l'insecte et l'infiniment lointain de l'observation astronomique. On a quelque chose qui se passe entre le microscope et le télescope. Et puis, on a cette chose-là qui, moi, m'a fasciné longtemps, et on peut revenir à Hooke, c'est ce que produit la magnification, comme on dit en anglais, et pas chez nous, magnification. Le fait d'agrandir, c'est de rendre magnifique. Et ça, c'est une belle façon aussi de commencer peut-être le dialogue. Quel est ce pouvoir particulier des images scientifiques qui fait qu'elles troublent les genres et les catégories? C'est-à-dire que ces images-là de Hooke, de ce Micrographia, qui est un de mes textes de chevet depuis toujours, on ne sait plus si c'est de l'histoire de l'art, de l'histoire des sciences, tellement ces planches sont sublimes. Voilà, je te laisse rebondir. Je voudrais simplement que peut-être simplement en quelques mots, tu nous situes ce livre. Et j'ai une question dans la question, c'est est-ce que tu te poses la question vraiment de l'autorat, de la production de ces images? Qui les fait? Comment les fait-on? Alors pour vous situer, Micrographia, c'est le grand texte de 1665, qui est le premier texte publié par la Royal Society de Londres. C'est pratiquement l'un des manifestes de la Société royale au moment de sa création. C'est un texte qui fait manifeste par sa préface, puisqu'il dit quelque chose de ces prothèses dont tu nous parlais tout à l'heure. C'est le manifeste de la science expérimentale qu'on pourrait appeler prothétique, avec cette idée que je trouve toujours très très captivante, pour essayer de faire le lien avec toutes ces choses que tu as lancées. L'idée que pour bien voir, il faut s'équiper. Il faut s'équiper parce que l'œil nu est défectueux. Donc là, on pourrait revenir sur cette histoire de la chute, l'idée que les sens humains sont naturellement défectueux. Bien sûr, c'est lié à une conception très très chrétienne des sens, mais il y a cette croyance dans la possibilité, et là le mot aussi est très marrant, c'est comme prothétique, prélapsaire. J'adore ces mots-là. Je les ai appris en anglais, on les utilise jamais en français, mais en fait ils existent. Il y a l'idée qu'on pourrait atteindre une connaissance prélapsaire d'avant la chute grâce à cet équipement prothétique. On voit que les mots eux-mêmes sont équipés. Et ce que fait Hooke dans ce Micrographia, qui est donc cet essai de mettre en place cette science-là, il commence la première planche par montrer son équipement, montrer ses outils. C'est la planche 1. Et merci de l'avoir choisi, moi je ne te l'avais pas envoyé. Et c'est comme si c'était cette planche-là qui ouvrait la possibilité de tout le reste. Et là encore, ce lien entre histoire des sciences et histoire de l'art me fascine. C'est-à-dire que c'est magnifique, on pourrait dire, herbier, c'est comme un herbier. C'est comme si les insectes avaient été un peu écrasés et qu'on les avait. Enfin, ce magnifique livre d'insectes qui sont des gravures extraordinaires que Alpers, parmi d'autres, a comparé bien sûr à toute la tradition hollandaise des tableaux hollandais. Tout ça est permis par l'équipement qu'on voit au début. Donc il y a ce lien, je crois, qui me passionne. Quelle est la nature de ces images-là? Est-ce que c'est de l'histoire des sciences seulement? En tout cas, Hooke nous donne la possibilité de nous interroger effectivement sur leur fabrication à différents niveaux. Parce qu'il y a un passage, il le décrit magnifiquement, entre l'œil, le cerveau, la main, la page et l'objet décrit. Et c'est cette circulation qui rend l'image, qui lui donne son statut de preuve. Donc, l'œil de la mouche fait aussi bien sûr référence à l'œil du savant et à notre œil,
la mouche nous regarde avec cette espèce de grossissement qui la met à égalité de notre visage. Je ne réponds pas à ta question en faisant tout ça. Et je te remercie. En fait, tu réponds à une question beaucoup plus importante, qui est à quoi sert l'histoire de l'art aujourd'hui? En fait, j'ai déjà une réponse. Je la tire de ce que tu viens de dire et d'un chapitre, je crois, de Fictions of Cosmos. Je ne sais jamais si on dit Cosmos ou Cosmos, et je ne sais pas si c'est britannique ou américain, il doit y avoir des experts. C'est publié chez Chicago, donc tu peux le faire D'accord, à l'américaine. c'est Cosmos. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? À quoi sert l'histoire de l'art? Oui, revenons aux choses sérieuses. À nous armer les yeux. Tu parles de armed, enfin je crois Hooke parle de armed eye, l'œil armé. J'aime bien cette idée. On peut laisser ça de côté. Je voulais juste rebondir sur les mouches, ou laisser les mouches rebondir sur nous. La mouche et l'histoire de l'art, it's a thing. C'est vraiment un grand thème. C'est tout d'abord une fiction. C'est les fictions de Vasari. Giotto peint une mouche et son maître veut la chasser du tableau. Enfin, c'est tout ce discours sur la virtuosité du trompe-l'œil, etc. Et en même temps, ce sont des animaux, et Daniel Arras, parmi d'autres, l'ont bien montré, qui surexplicite le double régime des images, à la fois illusionniste et factice. On les trouve souvent et partout à la Renaissance. On leur attribue des symboles. Il y a la mort, la putréfaction. On chasse les mouches sur le corps de l'enfant dans ce retable de Dürer en bas à gauche. Cette mouche, oui, je voulais revenir sur le côté petit, grand, étoile, mais en fait, tu as débusqué la chose directement. Mais je voulais, sur l'insecte intervenant entre nous et l'image, parler de celle-ci, d'Antonio Beato, qui est un photographe italo-britannique, je crois, qui a fait une campagne en Égypte, qui prend ce tombeau mamelouk au Caire en 1870. Et que se passe-t-il? Une mouche entre dans l'appareil photographique et se voit piégée dans l'image. Je trouve que là, il y a un rapport assez amusant et c'est pour ça que j'ai amené ce petit livre que j'aime beaucoup. J'ai pensé à ça quand je t'ai lu Fliegen de Peter Geimer, un historien de l'art allemand, théoricien des images, qui pose cette question. Il dit finalement, cette mouche est-elle dans ou sur l'image? On peut en discuter longtemps. En tout cas, cet appareil photographique de prise de vue, de captation du monde, c'était aussi son tombeau, comme l'est le tombeau qui est lui-même photographié derrière. Je trouve qu'il y a une mise en abîme. Mais pour continuer un petit peu juste sur Peter Geimer et les mouches, je ne sais pas si tu es familière de ces traités savants ou demi-savants de Uexküll où on essaie de voir comme la mouche. Et donc là, on produit des images qui sont en réalité à leur manière aussi des œuvres dans lesquelles on se met dans l'œil de la mouche. Voici une rue vue par un être humain puis une mouche, ou une pièce par un être humain puis un chien puis potentiellement une mouche. Et puis Peter Geimer écrit cette phrase après, dit pour ce savant donc, Uexküll, la fiction et l'imagination n'étaient pas des dommages collatéraux de l'approche scientifique, mais au contraire une partie essentielle de celle-ci. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur cette phrase. Deux, c'est une très belle manière de continuer. J'ai vu en feuilletant le livre juste en commençant qu'ils avaient les deux planches de Hooke. Ce qui est assez passionnant dans cet œil de mouche, c'est qu'il est à côté de l'œil que tu as montré au début, voilà, à gauche, juste dans une autre planche, il y a ce petit hexagone qui en fait est un close-up d'un morceau de l'œil. Et que nous donne à voir ce close-up quand on le regarde de très très près? Un reflet des fenêtres du studio de Hooke. Donc c'est exactement ce dont tu parles, c'est voir comme la mouche. C'est pas simplement voir la mouche, c'est imaginer la mouche voyant de manière totalement démultipliée sur chacune des facettes ce que la pièce de Hooke est renvoyant vers la fenêtre et donc vers l'infiniment grand et donc vers la dernière planche qui est, comme tu sais, la surface lunaire. Donc on a ce va-et-vient absolument vertigineux, littéralement vertigineux, entre cet œil de mouche qui nous regarde et ce petit dessin qui imagine ce qu'elle voit. Je voulais rebondir aussi sur parce que j'ai pas les mêmes anecdotes que toi sur la mouche, et les tiennes complètent les miennes, mais il y en a une autre. Hooke décrit
comment il arrive à la dessiner alors qu'elle bouge normalement. Donc, c'est pas simplement qu'il la met entre deux lames de verre, c'est qu'en fait, il plonge la plupart des insectes qu'il dessine dans du brandy. Pourquoi ? Parce que si on les tue, elles prennent des formes fausses. Les pattes sont mal pliées, le corps est abîmé, on ne peut plus les représenter comme des still life. Vous savez bien sûr que c'est des still life, tout ça. Alors que si on leur met un petit peu de brandy, ça les assomme et on a le temps de les peindre comme si elles étaient vivantes. Donc cette question des conditions matérielles de la bonne ekphrasis, ce n'est pas simplement montrer son microscope, s'équiper, c'est aussi jouer avec l'être qu'on essaye de capter et de représenter et être capable de lui garder sa vie, son apparence de vie. Pour poursuivre avec Hook, je vais te demander, si tu peux, de nous mener de ces graines de thym à la lune, d'opérer cette transition-là du petit vers le très grand. Alors ça, c'est Hook qui le fait magnifiquement dans la structure de son ouvrage, et je pourrais décidément en parler des heures. Micrographia peut être conçu comme, il le dit d'ailleurs, le grand alphabet de la nature. Donc il y a cette espèce d'organisation de A à Z, du petit au grand, et juste après cette planche avec les microscopes, il en a une autre où il y a une espèce de tache noire, un petit peu informe, qui en fait est un point. C'est un point d'encre sur le papier, légèrement flouté, et lorsqu'on le regarde avec un microscope, ça devient une tache. Et puis la dernière planche, ce sont des étoiles. C'est les étoiles qu'il arrive à observer, qui sont aussi des points d'encre sur une page. Donc on a dans la rhétorique même du livre ce voyage du point au point, du point d'encre au point d'encre, mais de l'infiniment petit à l'infiniment grand, du grain en fait à l'étoile. Et ce faisant, il déplie comme ça, il déploie un catalogue d'objets minuscules dont il va s'efforcer, je le disais tout à l'heure, de révéler les merveilles finalement. Et c'est cette fameuse magnification qui, encore une fois, est à la fois rhétorique et graphique, on pourrait dire. Donc c'est vraiment, je suis toujours frappée, peut-être c'est ma formation littéraire, mais à quel point les mots sont littéraux chez Hook. Donc magnification, c'est rendre magnifique. Ces graines de thym absolument insignifiantes, il les décrit non seulement dans sa gravure, mais bien sûr dans les textes. Ça aussi c'est très beau, ce va-et-vient entre les textes et les planches. Il les décrit comme un plat de citron. Donc il fait, lui, quel usage de l'histoire de l'art fait-il ? Il fait référence explicitement dans son texte à ce que serait le tableau de nature morte par excellence, qui est le plat de fruits. À quoi servait l'histoire de l'art hier ? Mais là, on va vraiment se compliquer la vie si on continue dans cette direction. Moi, j'avais noté quelque chose dans une petite bricole. À quoi sert l'histoire de l'art ? Si on veut toujours s'ennuyer avec cette question, finalement, à démontrer que rien n'est véritablement évident, que ce qui est à notre portée révèle des structures incroyablement complexes. Rien n'est évident, rien n'est évident. Et il y a ce mot évident, evidence, la preuve. On retrouve un petit peu quelque chose de l'ordre de la démonstration qui me plaisait bien dans cette formule. On était un petit peu crocheté par Hook, mais on pourrait juste quand même évoquer le versant lunaire. Donc dans Conte de la Lune, tes réflexions portent sur les interactions, interférences productives entre fiction et savoir, mais cette fois-ci à travers cet exemple spécifique des tentatives de traduction visuelle, de projection mentale ou littéraire du cosmos. Est-ce que tu peux nous indiquer quel rôle jouent bien sûr les récits littéraires, mais les images plus spécifiquement dans ce cadre-là ? On le voit quand même, on passe d'une nature d'image à une autre, elles n'ont rien à voir, elles sont beaucoup moins détaillées, raffinées, on est dans des gravures même en termes de facture, beaucoup plus grossières, mais c'est pas le même sujet. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de montrer l'infini
détail, raffinement de la moindre aile de mouche ou du moindre grain. Il s'agit de donner à penser et à voir des images mentales finalement qui renversent un peu notre conception du monde. Donc là, effectivement, The Man in the Moon, donc on en a deux, on a un de Godwin et un de Wilkins. Là, c'est cette imagination d'oiseaux qui vont nous emmener dans la Lune. C'est vraiment... Les images, là, pour moi, sont vraiment des illustrations au sens plus classique. Elles n'ont pas du tout le statut de preuve rhétorique, visuelle, que les images de Hooke ont à la même époque. C'est frappant, d'ailleurs. Ce sont des illustrations d'une fiction. Voilà. Et alors, ce qui m'intéresse davantage dans celle-ci à gauche, c'est celle de... c'est celle de Wilkins, c'est qu'on a cette idée d'un mélange entre des représentations fictionnelles et des représentations scientifiques. C'est-à-dire que là, on reconnaît les images de cosmos, on reconnaît les systèmes du monde, voilà. Et en même temps, il y a cette espèce d'espace marin, pratiquement, hein, qui permet d'y mener. Donc ça, c'est très intéressant en termes de mélange de traditions d'images. D'ailleurs, c'est ça qui m'intéresse aussi chez Hooke, c'est qu'il mélange des traditions, je dirais, géométriques, algébriques et picturales. Là, on a un mélange entre l'imaginaire du voyage, de traversée maritime, et l'imaginaire vraiment du graphique cosmologique. Et puis à droite, bien sûr, on reconnaît Cyrano, et là, on est dans la fiction. Donc on pourrait presque faire, j'avais pas pensé à le faire, mais tu m'y invites, une gradation en termes des usages des images. Selon le type de texte, effectivement, le traitement de la gravure, je ne l'avais pas vu comme ça, mais ça m'y fait penser, le traitement de la gravure est vraiment de plus en plus fictionnel et de moins en moins dans la précision, ce n'est plus ça la question. La question, c'est chez Cyrano de Bergerac évidemment, mais aussi chez Wilkins et Godwin, la question c'est comment susciter de nouvelles images mentales, et l'enjeu, bien sûr, à l'époque, c'est de provoquer cette reconfiguration cosmologique qui est d'imaginer que brusquement la Terre n'est plus au centre. Et pour faire un truc pareil, il faut des images. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que les images mentales suscitées par les fictions sont plus puissantes, il faut le dire, en l'occurrence, je crois, que ces gravures-là. C'est-à-dire que utiliser la fiction cosmique chez Kepler, par exemple, chez Godwin ou chez Cyrano, d'un voyageur qui se retrouve sur la Lune et qui décrit la Terre vue de loin, pardon, le chat dans la gorge, c'est plus puissant que de simplement faire cette image-là. Je recommence ma démonstration. Ce que je voulais dire, c'est que je trouve fascinant que cette image de la Blue Marble, pardon, je spoil ta fin, je crois que tu voulais finir par la Blue Marble, cette image de la planète bleue que l'on connaît si bien, en fait, elle est d'abord décrite dans ces textes-là par les mots. On imagine un regard éloigné, toujours cette question de l'œil qui va nous suivre, un regard éloigné, et c'est le regard sur la Terre vue de loin qui permet de transformer nos représentations du monde. Mais ça ne se passe pas, en tout cas au XVIIe siècle, par une représentation du globe vu de loin. La Blue Marble, elle date du XXe siècle. Voilà. Mais on a des représentations d'envols. Ça m'a beaucoup intéressé. On a des séries d'envols par la fiction de cette bulle-là, de cette espèce de petit équipement de Cyrano de Bergerac, ou par les oies sauvages. Mais ce qui est décrit, c'est le passage, le voyage, la fiction de l'envol. Très bien, je ne sais pas si je peux enchaîner directement avec ce que je voulais faire, mais je pense que je peux me rattraper aux branches. Moi, de te lire, ça m'a fait repenser à un livre que je trouve assez formidable, comme on n'en édite plus trop, Adam Biro dans les années 90, c'est très bien illustré, c'est très maniable, qui est un article d'un historien de l'art, Albert Boehm,
et qui déjà un premier chapitre avec un très beau titre, l'histoire de l'art écrite dans les étoiles, et qui vise à revisiter un grand morceau d'histoire de l'art qui est La Nuit étoilée de Van Gogh, mais en essayant de recomposer précisément la situation des étoiles ce soir-là précis, parce qu'on sait tout. On sait où il était, quelle vue il avait, quel angle il avait à Saint-Rémy de Provence, dans l'asile. On sait tout, et donc Albert Boehm, en historien social, histoire culturelle, histoire des... recompose cette chose-là. On ne sait pas vraiment où ça va, mais l'idée derrière, en fait, c'est de rendre la déraison et la folie de Van Gogh plus raisonnable, en fait, essayer d'en finir avec ce mythe du génie fou, et plutôt montrer qu'il était extrêmement attentif à ce qu'il avait sous les yeux. Voilà, je ne sais pas si ça fait un rebond pertinent avec ce qu'on vient de dire, mais disons que l'articulation était l'astronomie à la rescousse de l'histoire de l'art dans mon idée. Mais oui, je ne sais pas. Si tu veux que j'ai une transition rigolote qui va changer de sujet, mais peut-être que tu as quelque chose à dire. Non, mais j'aime bien ces images de ciel, parce qu'en fait, ce qui me frappe je ne connaissais pas cet ouvrage, c'est étonnant, cette idée. Ce qui me frappe en voyant ces représentations, évidemment en pensant à Van Gogh, mais même en voyant ces images du ciel, c'est à quel point finalement les images du XVIIe siècle qui parlent du cosmos sont assez peu des images du ciel. Ce sont des images diagrammatiques, comme on les voyait tout à l'heure, des systèmes cosmologiques. Ce sont des images de navigation, voire de circumnavigation, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire qui empruntent leurs références visuelles au voyage découverte, finalement. Mais ces images-là que tu nous montres du ciel étoilé, j'en ai très peu rencontré. Voilà, donc je suis simplement saisie de ça. Et en tout cas, pas fond noir avec du blanc dessus. Ça peut être éventuellement inversé. Donc voilà, il y a quelque chose dans l'esthétique du ciel qui n'est pas, voilà, qui est vraiment très très différent. Je n'ai pas développé le sujet davantage, mais ça me frappe en fait. De quel ciel parle-t-on ? Il y aurait sans doute une belle histoire à faire des représentations du ciel, et à quel point le ciel de mes astronomes du XVIIe siècle est loin du ciel de Van Gogh, est loin de notre ciel, alors même que la question de l'observation astronomique est centrale. Moi, je me suis beaucoup intéressée, par exemple, à Tycho Brahe et à Arven, à son île extraordinaire où il avait installé ce lieu d'observation enterré. Mais ce qui me fascine, encore une fois, c'est que la manière dont on essaye de capter le ciel est beaucoup plus liée, par exemple, au trajet des étoiles. Enfin, voilà. Quand on représente les étoiles, on représente des parcours, des structures. Voilà. On n'est pas encore dans cette fascination là. Boehm s'embarque ensuite dans il retrace un peu comment l'imagerie populaire se saisit de cet imaginaire-là, des comètes autour de ces années. C'est un ouvrage avec une très belle iconographie. On pourra en parler plus tard. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, Gréco, Saint-Maurice. Je pense que c'est parce que c'est un peintre, un producteur d'images qui est souvent associé à la notion de cosmos. C'est un peintre qui fait monde. Et ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que Giusti, dont je parlais tout à l'heure, défendait le réalisme de Velázquez contre la dégénérescence de Gréco. Et Gréco, pour ceux qui l'admirent, et puis les expressionnistes, etc., au début du XXe siècle, le redécouvraient avec l'œil moderne, c'est qu'il rend vraisemblable un tas de choses invraisemblables. Et tout ça, c'est lié souvent à la notion de ciel et de cosmos. Mais c'était là mon rebond. Mais en fait, j'entends la mouche qui revient. J'ai une citation pour bifurquer sur les mouches, et je te le donne en mille, c'est encore en allemand, mais c'est Friedrich Kittler, le théoricien des médias, qui écrit dans un petit texte qui s'appelle « Petits animaux, kleine Tiere ». Il écrit cette phrase « Le négoce entre le corps et les petits animaux est troublant. Pour ces minuscules êtres vivants, ma peau représente manifestement la surface de tout un monde.
En rampant sur moi, ils thématisent, lorsque je les suis du regard, chaque petit pli, chaque pore, chaque poil. Les petits animaux, en se promenant sur ma peau, se comportent envers moi comme les géographes de moi-même. Et j'aimais bien cette idée de transitionner vers la question géographique, parce qu'on cartographiait le ciel, enfin on ne l'a jamais quitté en réalité, mais par la mouche géographe de nos corps, l'insecte géographe de nos corps, et puis c'est là que je voulais parler de Terraforma en fait. Ouais, c'est magnifique, mais je veux rebondir d'abord sur cette mouche qui cartographie le corps. C'est magnifique parce que ça dit quelque chose aussi de très classique à la Renaissance. Tout le monde parle de Appian au XVIe ou XVIIe siècle et de ce lien qu'il fait entre cartographie et corps et chorographie. En fait, il fait cette différence classique entre la géographie et qui est le fait voilà, qui est la capacité à cartographier un grand espace, et la chorographie qui, pour lui, s'attache à une côte, à un détail. Et l'exemple qu'il donne pour différencier les deux, c'est la différence entre un visage et une oreille. Donc on a ce va-et-vient qui, moi, me fascine parce qu'il est très analogiste, et je crois être moi-même assez analogiste, enfin être un peu resté au XVIe siècle, entre le corps et le cosmos, qui est aussi d'ailleurs un des grands sujets de Martin Kemp. À quoi sert l'histoire de l'art, et les grands historiens d'art comme Martin Kemp, à comprendre l'histoire des sciences. Et donc ce va-et-vient, il est classique, entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, mais l'idée dans ta citation d'avant que je ne connaissais pas, que c'est dans son parcours que la mouche dessine une cartographie du corps, je la trouve absolument magnifique. Et effectivement, c'est une manière de faire le lien avec Terraforma. C'est intéressant de passer par cette idée de la description, parce qu'on pourrait faire un lien entre Conte de la Lune et Terraforma en disant, je le dis souvent et tu l'as dit toi-même, je redescends sur Terre. Mais c'est beaucoup plus intéressant, je suis d'accord, de faire le lien avec la description, avec le goût du détail, puisque finalement c'est ça la question. Et la question de l'invisible aussi, qui est pareil, ça nous rappelle à la fois l'infravisible de la mouche, l'obsession de l'œil, l'invisible. Alors Terraforma, je ne sais pas si tu veux que je le présente un petit peu ou si tu veux le faire. Je pense qu'il faut dire quand même... Non, fais-le donc. C'est comme un ouvroir de cartographie potentielle. Enfin, il y a un jeu autour de ça. C'est une manière de complètement... je vais mal en parler. C'est une manière de complètement reconsidérer la manière dont on met le monde et la planète Terre en visualisation, en essayant de déjouer des notions qu'on a trop installées. Celle de frontière, par exemple. Une frontière n'est pas une ligne de cloisonnement, c'est une zone aussi de relief et d'épaisseur, de passage, etc. Donc c'est une manière de repenser chacun des grands concepts de la cartographie à l'aide de données, de data collectées par ailleurs. Donc c'est un projet collectif qui associe des personnes dont tu peux dire peut-être un mot. Oui, c'est un projet qui a été fait, ces dessins ont été faits par Alexandra Arène et Axel Grégoire. Peut-être qu'il faut avouer quelque chose. Quand j'ai fait Terraforma, j'ai franchi une ligne rouge que la chercheuse au CNRS que je suis n'aurait pas dû franchir. C'est-à-dire que j'ai passé une partie de ma thèse et de mon temps à étudier des images comme celle de gauche de Kircher, tirée du Mundus Subterraneus. Et à un moment, faire Terraforma, ça voulait dire commencer à en produire moi-même des images. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas faire. Enfin, on n'est pas censé faire ça si on est historien. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et en même temps, c'est assez jouissif de franchir la ligne rouge. Ça veut dire que ce n'est plus simplement étudier les images, mais c'est se donner le droit de reposer la question des représentations de la Terre que j'ai si longtemps étudiées, avec toutes les pincettes et toute l'humilité nécessaire, mais de se dire finalement, on peut interroger avec des outils graphiques nos représentations de la Terre qui n'ont pas à être figées. Alors c'est intéressant que tu mettes... alors je dis un mot de plus quand même de cet objet étrange. L'idée était de partir du trouble contemporain de nos rapports au sol, au fait qu'on habite quand même dans un monde abîmé, en ruine,
Et c'est vraiment ces deux architectes qui sont venus me voir, Alexandra et Axel Grégoire. Elles sont venues me voir. C'était des anciennes élèves à moi, de SPIP, de cette école expérimentale dont je m'occupe un petit peu. Elles ont passé 10 ans dans des cabinets d'architectes, elles ont accumulé des données et elles se sont dit qu'elles n'avaient pas les moyens de les utiliser vraiment dans leur travail quotidien d'architecte. Elles sont venues me voir à cause des Contes de la Lune. Elles m'ont dit, on a fait une série de planètes et on voulait savoir ce que tu en penses. C'est des planètes un peu imaginaires. Moi, quand j'ai vu leur travail, j'aurais dit, non, c'est pas des planètes que vous faites. En fait, c'est des nouvelles représentations du terrestre. Donc c'est assez marrant comme histoire parce que c'est moi qui les ai fait atterrir en quelque sorte. Elles venaient me voir pour faire une espèce de livre de SF un peu Contes de la Lune d'aujourd'hui. Et en voyant comment elles avaient fait leurs dessins, c'est-à-dire c'est des dessins qui sont très précis et qui transforment un petit peu les coordonnées, mais qui sont extrêmement, qui sont pas du tout subjectifs, justement imaginaires. C'est des dessins qui changent simplement les codes qui sont forcément arbitraires d'une carte, mais finalement qui produisent quand même quelque chose d'assez précis. Et en voyant leurs dessins, je leur ai proposé qu'on fasse ensemble ce projet le plus sérieusement possible, mais en même temps en acceptant la part d'invention que suppose d'appliquer des outils contemporains de l'architecture. En plus, c'est des paysagistes, voilà. Elles travaillent avec des choses que moi je connais très peu, de la vectorisation, elles ont des façons de faire des dessins qui sont très loin de gravures de Hooke. Et en même temps, je leur ai proposé, évidemment, parce que vous avez compris que c'était une obsession, de commencer l'ouvrage comme Hooke, en montrant nos outils. Et donc on commence l'ouvrage avec nos lentilles à nous, que sont ces petites transformations graphiques des codes cartographiques. Donc, si tu veux bien revenir à ça, voilà, c'est très trompeur comme analogie. On se dit, oh là là, elle a complètement pompé Kircher. Ben, un peu, parce que voilà, mais c'est aussi un petit peu une coupe d'œil, d'ailleurs, on revient à l'œil. C'est un collègue à Oxford qui un jour m'a dit, quand j'ai présenté Terraforma, qui m'a dit, mais en fait, tu nous as fait l'œil de Kepler ou de Descartes, coupé en deux. C'est aussi un écorché, ce dessin. Mais la grande différence avec la coupe de Kircher, qui nous représente donc cette terre organique faite d'un réseau de feu et d'eau, la différence de notre carte sol, c'est que là, on a totalement transformé, on a fait une espèce d'anamorphose. C'est pas du tout une coupe d'un globe. Au cœur, au centre, vous voyez ce rond noir, c'est l'atmosphère. En fait, c'est la Terre retournée comme un gant. Et l'une des idées de ce petit jeu anamorphique, c'est de donner à la zone critique, c'est-à-dire à la fine pellicule qui fait le tour du globe, de lui donner le plus possible de place dans l'espace de la page. Et donc on a renvoyé le fond, le cœur du dessin de Kircher, nous, dans les marges. Voilà. Donc il y a une espèce d'inversion quand même qui fait partie de ces petits déplacements dont je parlais, de ces petites lentilles, qui sont des lentilles à la fois conceptuelles et graphiques, avec l'idée de produire des nouvelles sortes d'images. Parce qu'en fait, c'est ça que fait Hooke et qui me fascine, aussi bien encore une fois, chez les astronomes que chez les microscopistes du XVIIe siècle. Ils produisent, avec une inventivité, une liberté extraordinaire, ils produisent des nouvelles images que j'ai étudiées pendant des années. Et donc, cette joie de se dire « Ah, mais finalement, on pourrait produire de nouvelles images, pas simplement pour le plaisir et pour le jeu, mais par leur capacité à nous dire quelque chose du monde contemporain. » Et c'est ça peut-être à quoi sert aussi l'histoire de l'art, c'est-à-dire à s'autoriser à produire une diversité d'images et à voir à quel point, quand elles nous touchent, elles peuvent transformer un petit peu, elles peuvent modifier notre regard.
Oui, merci. Alors, pardon, du coup, oui, structurellement, on est dans une forme d'inversion. Il y a l'analogie visuelle sur laquelle j'ai triché ici par une carambole peut-être un peu facile entre les deux. Néanmoins, pour rester dans la superficialité de ces analogies, mais là, je pense qu'on a avec, par exemple, l'exemple de l'inspiration tirée des cartes anciennes, maritimes, qui ont pour particularité de s'inscrire au fur et à mesure de la traversée, c'est ça? Et certaines choses qui sont proposées dans le livre, où tu me parlais aussi des partitions de John Cage qui ont été à l'origine de certains des schémas. Je pense que ce sont ceux-là, même s'il n'est pas forcément explicitement mentionné, mais des partitions circulaires. Il y a quand même là un usage assez simple, assez, je dirais, esthétique dans le beau sens du terme de l'histoire de l'art, comme une espèce de puits de modèle. Et moi, je rajouterais à ce que tu viens de dire, oui, peut-être que l'histoire de l'art, finalement, nous aide à nous désorienter pour mieux nous réorienter derrière à l'aide de nouveaux modèles, de vision, de conception du monde et de l'environnement. Oui, tu as raison. C'est l'usage qu'on fait de l'histoire de l'art, encore une fois, sans le dire explicitement ou pas trop dans Terraforma, est assez simple, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est à la fois de produire des petits déplacements, je disais à la fois conceptuels et graphiques, mais pour pouvoir produire du neuf, finalement, on utilise du vieux, très clairement. On mêle des outils que moi je ne maîtrise pas, qui sont ces outils graphiques extraordinaires des architectes aujourd'hui, leur façon de faire des légendes, leur façon de faire ce qu'on pourrait appeler aussi de la data visualisation. Enfin voilà, il y a tous ces outils-là qu'elles amènent. Et moi, c'est ce dialogue que j'ai trouvé assez passionnant. C'était que elles arrivaient avec leurs données, leurs représentations, leur terrain, leurs envies de représentation, et moi je leur disais regardez cette image, et je me permettais juste de leur amener effectivement comme ça le Kircher, les portulans qu'elles n'avaient pas forcément rencontrés elles, et c'est en quelque sorte parfois quand ça a marché le choc de ma stratification personnelle d'images et de leurs propres outils qui produit ces petites bizarreries qui deviennent ces cartes, si on peut les appeler des cartes. Et c'est absolument pas un hasard si B42 publie aussi Johanna Drucker, qui consacre une grande partie de sa carrière, qui est celle d'une historienne de l'art de formation à la base, sur ces problèmes d'interprétation modélisante, comme elle les appelle, elle cherchant à vraiment théoriser un nouveau mode de cartographie qui prendrait en compte les affects, par exemple, ou des notions distendues du temps, etc. Donc c'est un même vivier de réflexion à laquelle l'histoire de l'art est profondément liée, en tout cas à mon sens. Je lis peu sur les humanités numériques, mais quand je lis, j'aime beaucoup toujours lire Johanna Drucker, et moi aussi j'ai assez peu de connaissances techniques, même si grâce à des écrits comme cela, on peut avoir une idée de là où l'on va, et là il se passe des choses assez intéressantes. Sur la cartographie, je sais pas, en pensant à cet entretien à venir, je visitais le palais de Tokyo et je voyais ces œuvres. Je veux dire, la cartographie alternative est aussi un thème pour les artistes et les artistes contemporains. Et là, avec Nolan Oswald-Dennis, qui est un jeune artiste zambien, on est dans un discours sur la carte et dynamique de pouvoir et de mémoire coloniale. On peut marcher sur la carte. Il y a vraiment quelque chose aussi qui se joue dans la création en fait elle-même. Le temps file, on avait encore deux points à évoquer. On va quand même parler de pareidolie, de voir les visages dans les choses. J'avais pris cette photo à Naples, donc c'est mur criant. Et à droite, des fresques d'un peintre, devine quoi, allemand, Hans von Maré, c'est un peintre du 19e siècle, qui a décoré la bibliothèque d'une station zoologique, donc un lieu de travail pour les scientifiques à Naples, qui existe encore. Et j'ai voyagé à Naples en partie pour aller voir ces fresques, et je n'ai jamais réussi, parce qu'ils n'ont jamais ouvert la porte. C'est juste une boutade pour parler d'un autre visage, autrement plus spectaculaire, plus grave. Est-ce que tu peux juste nous parler de cette image ? C'est une photographie prise par Bruno Latour de l'avion
lorsqu'il passait au-dessus de la mer de Baffin pour rejoindre ma compagnie de théâtre. On allait jouer Gaia Global Circus à Calgary, au Canada. Et quand il a atterri, on était déjà là quelques jours pour faire le montage technique, il nous a tout de suite montré cette photo en disant « Mais regardez, la banquise crie ». Alors, cette image, évidemment, elle fait penser au cri de Munch, et elle est... Alors là, je ne sais pas comment répondre. À quoi sert l'histoire de l'art? Peut-être à voir autrement ce qui nous entoure, et effectivement à voir des visages dans les banquises, dans les nuages. Bon, c'est un thème très très ancien. En tout cas, on a tous vu le cri quand il nous a montré cette image. Et là, c'est ce jeu entre voir, reconnaître, que j'utilise comme couverture du livre que tu as montré, Le Cri de Gaïa, mais que j'utilise aussi comme point de départ d'une pièce de théâtre, conférence, performance, qui est la première que j'ai faite avec Bruno Latour, qui s'appelle Inside. Et j'avais envie que les gens aient le même effet que nous, c'est-à-dire ce moment de saisissement où on voit quelque chose et on reconnaît ou pas le cri, on reconnaît ou pas la banquise, mais voilà, on est finalement chacun en contemplation, à faire ce travail-là de strate, en fait, avec notre propre culture. Et voilà. Au-delà de ça, que dit cette image? C'est le point de départ du spectacle, qui est donc une conférence improvisée de Bruno Latour, mais je pourrais dire un mot de la façon dont on travaille ensemble. Je lui propose des images et on construit ensemble une dramaturgie qui est beaucoup une dramaturgie visuelle, d'œuvres plus ou moins anciennes. Et donc, le point de départ, pour revenir un tout petit peu sur Le Cri de Gaïa, je crois qu'il est intéressant pour un historien de l'art, et j'ai un peu peur d'en parler devant toi, mais c'est de dire que c'est de parler de la fin du sublime. En tout cas, je cite Bruno Latour. Ce qui est bien, c'est que c'est pas moi qui fais... Évidemment un avis sur la question. J'imagine. On en reparlera peut-être après. Mais il commence sa conférence avec cette hypothèse que je vous partage, qui est de dire, pendant longtemps, on avait un regard sur la nature, sur le spectacle de la nature, informé par le romantisme allemand, qui était ce regard du sublime, où on voyait la catastrophe de loin, ou la mer de nuages de loin. Et donc on était à la fois contemplateur, détaché, en sécurité, tout petit. Enfin voilà, on peut faire la liste de ce qui permettait le sublime. Il se sert pas mal de Joseph Körner, avec qui il est en dialogue, bien sûr, encore un historien de l'art, pour développer cette question du sublime. Et puis ce qui se passe avec le cri de la banquise, avec cette petite photographie prise de l'avion, c'est que brusquement, on ne peut plus regarder ça de loin, puisqu'on fait partie de l'image, au sens où c'est le fait qu'il est dans l'avion, en train d'aller en tournée avec ma compagnie, faire un spectacle sur l'écologie, c'est quand même gonflé, c'est parce qu'il est dans cet avion que la banquise est en train de fondre. Et donc il n'y a plus du tout de séparation et de distance entre le spectacle qu'on regarde. Voilà, on fabrique le paysage en ruine, finalement, que l'on regarde. Il n'est plus intangible, la nature n'est plus un décor. Voilà, on pourrait déplier ce fil-là aussi de mon travail. Écoute, je te propose de regarder Blue Marble pour la fin. Moi, je voulais passer par l'astronomie au service de l'histoire de l'art. Il y a la météorologie aussi, hein, parce que Munch, on s'est demandé, est-ce que c'est l'éruption du Krakatoa qui a laissé des particules de sulfate et provoqué cette vision hallucinatoire du ciel, ou est-ce que ce sont des nuages nacrés? Voilà encore une interaction science-histoire de l'art des plus intéressantes. On aurait pu prendre le versant théâtre, mais et là j'ai même mis une transition sur le PowerPoint avec un fondu pour laisser apparaître cette image spectaculaire. Qu'est-ce qu'on voit? Balle au centre. Ah, c'est ça, balle au centre. Mais c'est la Blue Marble dont on a parlé depuis tout à l'heure. C'est une belle manière de finir, parce qu'en fait,
c'est une manière de faire le lien, finalement, entre le regard des astronomes du XVIIe siècle, qui, je vous le disais tout à l'heure, décrivent, grâce à un point de vue fictionnel, distancé, cette image. Et moi, ça me fascine de dire qu'au XVIIe siècle, on a des descriptions de cette image. Dans Kepler, par exemple, dans Godwin, puisqu'il imagine, grâce à un démon, grâce à des oies, grâce à ce qu'on veut, qu'il est sur la Lune. Et donc, il nous donne, c'est très très beau dans Kepler, il imagine la Terre tournant. Pourquoi c'est si important ? Parce que bien sûr, c'est comme, pour revenir à ce que tu disais au début, c'est comme cette description fictionnelle du début, cette description fausse. Kepler nous décrit la Terre en train de tourner, c'est une fiction, puisqu'il n'est pas dans ce regard-là, mais en faisant ça, c'est heuristique, au sens où il produit une transformation de la conception cosmologique, puisque brusquement, la Terre n'est plus fixe, elle bouge dans sa fiction. Et cette image-là, on la retrouve plusieurs siècles plus tard, capturée donc par les photographes par la photographie de la NASA. Je crois que l'image date de... Alors je ne sais plus si elle est de 68 ou 72. J'ai pas vérifié. 7 décembre 1972, j'ai travaillé. C'est 72. Tu as plus travaillé que moi, j'aurais pu réviser mes dates. Oui, en plus, elle est de décembre. Et cette image-là, elle est aussi au cœur. Donc, elle fait le lien avec la cartographie. On le voit bien pourquoi, hein, puisque c'est le regard... Le regard ailé, elle fait le lien avec aussi l'écologie contemporaine et l'envie de Bruno Latour, et c'est compliqué pour moi, mais de détruire cette image du globe. Alors même que moi je vois dans mes recherches le moment où elle émerge dans les discours, et lui il me dit non mais il faut détruire l'image du globe. C'est très dur. Pourquoi ? Parce que selon lui, parce qu'elle unifie faussement, etc. Mais c'est aussi le moyen de faire le lien avec Terraforma, puisque c'est à partir de cette pièce qui s'appelle Inside qu'on s'est posé la question de, bon, si on l'aime cette image, on la détruira jamais, encore heureux, elle est sublime, on revient au sublime, mais si elle ne permet pas de capter réellement la situation dans laquelle on est, il faut produire des nouvelles images. Voilà. Donc c'est à la fois une déclaration d'amour à la Blue Marble et à son histoire longue, parce qu'en fait, elle est une stratification des images que tu dois connaître beaucoup mieux que moi, de l'Empire. En fait, le globe, on le retrouve dans la peinture italienne, on le retrouve, je me souviens, j'avais pris des photos dans les villas romaines, on le voit partout, ce globe. En histoire de l'art, en histoire des sciences, je vous le disais, voilà. Et puis on a la photographie. Et cette photographie, on croyait qu'elle allait tout résoudre en 72. La date est intéressante d'ailleurs, c'est tout le début de la réflexion écologique. On croyait qu'elle allait nous donner, elle nous a donné d'ailleurs depuis 40 ans, une icône. L'écologie, c'est quoi ? On fait ce geste-là de la main, c'est la Blue Marble, c'est la planète bleue. Et elle n'a rien résolu finalement. D'où cette bascule dans Inside et dans Terraforma vers d'autres images, qui ne veut pas dire qu'on évacue celle-ci, évidemment, mais on réouvre les possibilités de visualisation, de représentation, de déplacement du regard. On ne peut pas s'arrêter à cette fascination, parce qu'elle est fascinante. On est obligé de continuer à imaginer d'autres scènes et d'autres images que celle-là. Voici la version, disons, traitée, réorientée aux couleurs altérées de la photographie, disons, originale, qui est en réalité celle-ci. Ça, c'est l'historien de l'art en moi qui cherchait toujours. Là. Et ça m'amusait beaucoup de la mettre en face de quelque chose d'infiniment plus petit, qui est un badge imprimé par Stewart Brent, qui est cette figure de la contre-culture américaine dans les années 60 et qui militait pour que la NASA, justement, donne accessible ces images. Et voilà, ça c'est toute un versant de la contre-culture américaine, de la prospective, etc. Que d'ailleurs une thèse récemment soutenue de Juliette Bessette, que j'ai vue quelque part ici, et c'est elle qui m'a conseillé de lire Les Contes de la Lune. Donc il y avait quelque chose comme ça
d'assez cyclique à la fois dans la conférence et puis dans ma fiction à moi d'animateur de cette conférence. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais absolument rajouter maintenant? Est-ce que on pourrait simplement demander s'il y a des questions dans l'assistance et clore cette très très belle conversation où on a vu que l'histoire de l'art nous sert à tout un tas de choses, notamment habiter, réhabiter notre monde, le reprojeter, à s'émerveiller devant les choses les plus évidentes et les plus accessibles. Parmi tant de choses, je vois qu'un micro circule et que ma collègue Marie-Laure... Si bien sûr vous avez des questions adressées à Frédéric, c'est le moment. Merci beaucoup pour cette conversation très stimulante, je pense, pour tout le monde, pour les historiens de l'art, votre manière d'envisager la manière de faire de la science, que ce soit votre manière d'envisager la science généralement, sciences humaines, et votre approche des sciences dites naturelles, tout ça, et puis votre manière de faire de la corde à sauter avec la ligne rouge est assez inspirante. Je reprends mes notes qui sont une véritable cosmologie en elle-même. Il y a des petits schémas, c'est écrit dans tous les sens. Mais je voulais revenir peut-être plutôt vers le début de votre conversation sur des questions assez fondamentales finalement autour de micrographia. J'ai observé un peu votre champ lexical. Vous avez parlé de planches sublimes. Il y a cette question du magnifique, et puis j'ai d'autres exemples de vos mots qui dénotent que vous avez beaucoup d'affection ou peut-être de fascination, je ne sais pas, pour les images sur lesquelles vous travaillez, peut-être beaucoup d'amour. En tout cas, vous utilisez aussi des mots assez polysémiques, puisque le terme de sublime, par exemple, ça m'intéresserait de savoir ce que vous mettez vraiment derrière. Et je me posais la question de votre positionnement esthétique vis-à-vis de ces images et éventuellement de vos critères de jugement, puisqu'on a aussi parlé de ces questions de hiérarchie entre des images plus ou moins précises et scientifiques et plus fictionnelles, moins scientifiques, lesquelles sont les plus efficaces, lesquelles sont les plus belles. Enfin, en fait, je me posais la question de ce chiasme qu'il peut y avoir en quelque sorte entre une représentation scientifique qui aspire à une forme de neutralité et puis au contraire quelque chose qui tirerait vers les émotions. Et comment vous situez personnellement, je veux dire personnellement en tant que chercheuse sur le plan peut-être de l'épistémologie et de votre manière de construire une recherche épistémologique avec des notions qui sont devenues assez tabous comme pour nous en histoire de l'art, comme le beau, par exemple, ou le sublime. Merci, c'est 10 questions en une. Je vais être fidèle à moi-même, je trouve que c'est une magnifique question. Vous touchez du doigt quelque chose que j'ai pas du tout abordé et je vous remercie. Je crois que c'est un peu au cœur de ce que je cherche, mais je pensais pas faire une psychanalyse intellectuelle en public, mais grâce à vous un petit peu. Mais c'est toujours intéressant de se poser ces questions-là. Vous avez raison sur la fascination des images et sur l'amour que je porte à ces objets-là. Je crois que c'est ce qui motive la recherche. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que je ne les comprends pas. C'est-à-dire que je ne suis pas historienne de l'art et je bute contre ma propre ignorance et je peux regarder pendant des années une image que je ne comprends pas. Donc il y a cette chose-là aussi d'une fascination non instruite qui m'a fait aller vers l'histoire des sciences d'ailleurs, alors que à la base j'étais plutôt en littérature. Mais ce que vous m'invitez à dire, c'est que effectivement il y a au cœur, je crois, de ce goût des belles images et de ce goût du sublime, un goût pour le wonder. Et je parle anglais parce que c'est la merveille, enfin le wonder au sens du XVIIe siècle, au sens où Lorraine Daston l'utilise dans son très très beau livre, encore une historienne de l'art et des sciences. Daston et Clark, elles utilisent ce travail magnifique sur la merveille. Il me semble que ce qui me fascine
vous avez raison aussi de parler de cette gradation de l'image scientifique à l'illustration, en passant par la peinture, par l'image. Ce qui me fascine, c'est de voir à quel point certaines images extrêmement scientifiques sont justement dans leur scientificité, atteignent une forme esthétique. Je crois que c'est... Et là où je dis que vous touchez du doigt quelque chose d'essentiel, je crois que c'est ce qui m'anime profondément, c'est les objets, nos objets de recherche à nous chercheurs, qui, par leur simple présence, font exploser certaines des catégories dont on hérite aussi. Une de ces catégories, enfin une de ces... c'est cette dichotomie dont histoire des sciences, histoire de l'art, sciences, littérature, voilà. Et c'est cette petite jouissance de la ligne rouge, aller chercher les objets qui, d'eux-mêmes, sans avoir besoin de les faire parler plus qu'ils ne parlent déjà, les objets qui, d'eux-mêmes, démontent ces catégories. Je crois que c'est absolument extraordinaire. Et pour moi, Micrographia, c'est pour ça que j'y reviens toujours, est un livre qui démonte cette catégorisation entre science et art, au moment même, et c'est ça qui est fascinant, où il institue la science moderne, puisque je vous l'ai dit, c'est le livre fondateur de la science moderne britannique, expérimentale, qui est beaucoup la science moderne, quand même, vu l'importance de cette tradition-là. Donc voilà, ces images, je crois que je regarde pendant très longtemps. Par exemple, j'ai en tête une autre image que je ne t'ai pas envoyée d'une scénographie de Torelli, qui est un double tourbillon de nuages. Je l'ai regardée pendant des années sans savoir qu'en faire, parce qu'en fait, elle mêle l'histoire des nuages. On pourrait citer un autre historien de l'art sur les théories des nuages. Elle mêle l'histoire des techniques. Elle mêle la philosophie cartésienne des météores, elle mêle l'histoire de la scénographie, l'histoire du paysage, la physique cartésienne, je l'ai dit, enfin voilà. Et elle concentre en elle-même tout cela. Et ce n'est pas en plus de tout cela qu'elle est belle, c'est parce qu'il y a tout ça qu'elle est... Alors voilà, je n'ose plus dire ce mot-là. En tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question pour Frédéric? Oui. Oui, bonjour. Je voulais vous dire que votre dialogue était vraiment passionnant et je trouvais que ça marchait très très bien. C'était moi une question, enfin il y a quand même une petite question dedans, mais une remarque. Et je suis très frappé en fait en vous écoutant. Quand je parlais du dialogue entre vous, c'est que souvent vous avez dit à Victor, bon là je ne suis pas historienne de l'art, ou je parle sous ton contrôle, ou je ne m'aventurerai pas là, etc. Et ça résonne avec des choses que j'entends depuis un moment de gens qui s'intéressent par exemple aux images, en disant oui mais alors moi je suis historienne, je ne suis pas historienne de l'art, et une espèce comme ça de je ne sais pas comment on peut qualifier ça en fait, de modestie, de pudeur, enfin bon, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais je trouve que vous avez un regard extrêmement pointu sur les images. Vous pratiquez une histoire du visuel, au fond, à certains égards. Et qu'est-ce qui vous interdirait, ou qu'est-ce qui vous retiendrait de vous dire historienne du visuel, par exemple? Si on prend allez, on va dire historien du visuel. Mais voilà, c'est une réflexion que je me faisais, parce qu'au fond, pour moi, vous avez un regard sur les images tout à fait singulier, aussi singulier que le mien, aussi singulier que celui de Victor. Aussi, enfin, je trouve que vous avez... Voilà, je suis très épaté par ce que vous dites. Et, voilà. Je vous remercie. En vous écoutant, je me rends compte que je contredis moi-même ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire ne plus être dépendante des catégories dont on parle. Donc voilà, vous avez bien pointé la contradiction. Moi, ce qui me fascine, j'ai amené The Art of Describing, qui pour moi a été une découverte
extraordinaire et qui est un très très grand livre d'histoire des sciences, autant que d'histoire de l'art évidemment. Et c'est Simon Schaffer, historien des sciences, qui était mon directeur de thèse à Cambridge, qui me l'a conseillé. De Svetlana Alpers. Oui, c'est ça. Je disais Simon Schaffer qui m'a conseillé de lire Svetlana Alpers. Non, je citais simplement ah oui, son pardon, nom. oui, excuse-moi, j'aurais pu citer l'auteur, Svetlana Alpers, merci. Tout ça pour dire que ce texte, pour moi, quand je l'ai découvert, il est tellement érudit. En fait, je crois, si j'essaye d'être totalement honnête, et vos questions franches et directes m'y invitent, il y a quand même un niveau d'érudition en histoire de l'art. Je ne sais pas pourquoi, c'est votre discipline, c'est vous qui me direz pourquoi. Enfin, quand j'écoute Victor, quand je lis ces textes-là, que peu de disciplines ont. Voilà, et ça invite à une forme d'humilité quand on s'approche de ces questions-là. On a l'impression, moi, vous voyez, j'étais littéraire, déjà je me suis approchée de l'histoire des sciences, approcher une autre montagne, parler avec Joseph Körner ou avec... moi, quand je l'ai rencontrée, elle est venue à Paris il y a quelques années, je n'ai pas pu l'approcher tellement elle me terrifiait. Voilà, donc il y a quelque chose de l'ordre du monument d'érudition qui en impose. Après, vous avez raison, on peut faire non pas une histoire de l'art, mais une histoire de l'œil. C'est pour ça que je voulais commencer avec la mouche, ou une histoire des images, ou une histoire qui prend un peu de liberté avec l'érudition et la rigueur scientifique qu'on n'a pas le temps de constituer sur tous les champs aussi. Il y a cette vérité-là. L'essentiel étant encore de dialoguer ensemble, en fait. Svetlana Alpers, oui, l'art de dépeindre en français, qui je trouve toujours un très beau titre. Du reste, on discutera un jour ou l'autre de ces. Est-ce qu'il y a une autre question ou une dernière question peut-être? Où on remercie simplement chaleureusement Frédéric Aïtouati pour être venu ce soir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.